moi je l'appelle intelligence, c'est ça l'intelligence. C'est cette capacité d'aller retrouver les choses qu'on nous a fait disparaître, mais qui existent toujours, sans se faire prendre par l'illusion de l'image qu'on veut nous projeter. Et on peut dire, tiens, l'Ayurveda, c'est un vieux truc. On peut dire, oh, yoga, ok, mais ça a été peut-être créé il y a 5000 ans. Et c'est plus d'actualité. Non, c'est qui suis-je à l'intérieur de ça lorsque je l'exprime? C'est ça la chose la plus importante. Et que vais-je devenir? Mais qui est-ce que je rencontre au moment où je suis en présence avec cette pratique, avec ces méthodes, avec ces directions, qui, à l'époque, étaient vraiment créées pour la rencontre avec soi, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la spiritualité, de l'âme, de la compréhension des systèmes internes, incluant le mental, les organes et le déclenchement des maladies. Je veux dire, c'était une rencontre avec soi. C'était pas tellement la rencontre avec la technique, en fait, qu'on y pense. La technique était le sujet, excuse, qui était utilisé comme outil pour pouvoir aller chercher des choses et qui est nécessaire. On a besoin de cet outil. Mais d'une certaine manière, c'était toujours cette rencontre avec soi qui était, quelque part, le sujet principal. Alors qu'aujourd'hui, les gens souvent vont être un peu aiguillés par leur souffrance, puis ensuite ils vont rapidement demander de la technique, exiger de la technique est-ce que toi, technique, est-ce que si je t'apprends, si je te consacre 5 minutes d'attention, est-ce que je vais pouvoir résoudre mes problèmes immédiats? Oui, exactement. Il y a un magasinage aussi qui se fait en ce moment, puis ça, de l'autre côté, ça vient prompter le yoga, l'Ayurveda de se donner un côté t'as que 5 minutes pour m'écouter, alors j'ai intérêt à être ça a intérêt à être sexy, ça a intérêt à être accrocheur, ça a intérêt à être percutant. Ah oui, il faut. Alors, bonjour tout le monde. Nous voici en compagnie de Hervé Blondon. Bonjour Hervé. Bonjour Jonathan. Bonjour tout le monde. Il y a longtemps que nous connaissons vaguement en parallèle, mais aujourd'hui, on démarre une collaboration ensemble. J'en suis réjoui. Oui, moi aussi, c'était le temps. J'avoue qu'on se connaît un peu à distance et depuis une dizaine d'années, je pourrais dire. Ah, et plus, oui, certainement. Ouais, le temps passe vite. Et tout à fait. Je trouve que c'est le moment de passer à la collaboration maintenant, comme tu disais. Oui. Tout à fait. Moi, l'impression que j'avais, puis pourquoi je m'intéressais à Yoga Satyam qui est ton entreprise, mais aussi ton école, c'est davantage qu'une entreprise, là. C'est une mission de vie aussi, avec Lydia aussi, Oui. ta conjointe. Donc moi, j'avais des échos. D'abord, à l'époque, j'avais une copine qui avait étudié avec toi et qui avait engagé toute une école de yoga, qui enseignait déjà à des gens qui formaient déjà des professeurs de yoga, mais néanmoins qui avaient été refaire toute leur formation avec toi. Donc ça, je voyais de très bon œil. À la fois, ça en disait beaucoup sur toi, mais ça en disait beaucoup sur eux aussi, tu sais, d'avoir cette humilité-là de se dire, ah ben oui, refaisons donc toutes nos bases pour faire mieux, alors qu'il aurait très bien pu s'en passer. Exactement. Donc tout ça, ça a été un peu... Puis ensuite, j'ai toujours eu des bons échos, puis moi, j'ai quand même disons, des visées un peu... disons que je résonne beaucoup avec la préservation des... J'aime pas beaucoup le mot tradition, j'aimerais trouver un autre mot, mais des pratiques ancestrales, de ce qu'il y a de bon dans les pratiques ancestrales, parce que tradition implique peut-être des fois un copier-coller sans conscience, là, mais plutôt de préserver les lignées de transmission et toutes ces choses. Et c'est pas toujours évident dans la société moderne. Donc moi, je voyais Yoga Satyam comme je dirais, un foyer qui préserve ce feu-là des traditions ancestrales. Donc c'est un peu comme ça que je t'ai rencontré, puis comme ça que j'ai eu vent de ton travail. Oui, exact. Et j'aime bien le fait que tu reviennes sur le mot tradition parce que, en effet, la tradition peut être séculaire, mais peut ne pas avancer d'une certaine manière. Et c'est important de se rappeler toujours, et je pense qu'en Ayurveda, c'est certainement la même chose, c'est qu'il y a une tradition et une base, mais il faut aussi que ça puisse évoluer avec
la pensée, la société dans laquelle on est, par rapport aux problèmes, aux affects que les gens peuvent amener. Mais je pense que c'est surtout d'insister sur le feu de la pratique et le rendez-vous avec cette pratique, tout du moins à propos du yoga, entre autres. Et pour nous, ça a été toujours, Lydia et moi-même, au sein de l'école Satyam, ça a été toujours de pouvoir aussi, sans aucun jugement, pouvoir accueillir ces personnes qui venaient, qui disaient « Ok, j'ai reçu une formation, mais j'ai l'impression qu'il me manque plein de choses. Ou, d'une certaine manière, je viens d'une tradition, mais en même temps, ils ont serré tellement la vision que les choses qui peuvent graviter autour n'existent plus. Et on aimerait avoir un peu plus cette respiration. Donc pour nous, c'est un peu la pierre angulaire aussi. Et ça l'est encore toujours, même aujourd'hui, de ce travail de pouvoir créer cette respiration et cette possibilité. Et chose que j'ai entendue de toi aussi, Jonathan, je tiens à le dire quand même, en tant que C'est pour ça thérapeute probablement qu'on est enclin à collaborer. Exactement, parce que thérapeute ayurvédique peut être aussi pris quelque part dans cet étau traditionnel, des fois même très orthodoxe, par rapport à c'est quoi le pur, c'est quoi l'impur, c'est quoi véritablement l'éveil ou le non-éveil, ou le condition, la non-condition. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous limiter dans l'apprentissage. Ouais. Donc, très heureux de partager le même idée, même point de vue là-dessus. Oui, tout à fait. Ça me fait penser, il y a un exemple de ça dans l'humanité que j'ai toujours retenu, c'est les gynécées ou les pièces qui étaient construites pour les femmes qui avaient leur menstruation. Fut une époque puis ça existait en Inde, ça existait, bon, le mot gynécée vient plutôt de la Grèce, tout ça, si je ne m'abuse. Donc, des traditions plus occidentales, mais il y avait cet espace-là où la femme pouvait se retirer lorsqu'elle avait ses règles. Et aussi, on cuisinait, on prenait sa tâche de la cuisine, puis on faisait la cuisine parce qu'elle devait se reposer. Ouais. Et ensuite, c'est devenu, puisque tu as tes règles, donc tu ne peux pas toucher la nourriture. Donc tu es impur. Ouais. Et c'est devenu, tu n'as pas le droit de sortir de cette pièce qu'on t'a construite pour ton bien. Donc la même tradition qui était, on peut l'espérer dans certains contextes généreux et positifs et considérants envers la femme, devient ensuite un outil d'asservissement. D'asservissement, ouais. Et ça, c'est assez étonnant dans ce que tu racontes, parce qu'au Népal, étant très attaché au Népal, il y a un peu ce problème de jeunes filles qui sont mises dans le cabanon au fond du champ parce qu'elles ont leur menstruation, et chaque année, il y a des morts parce que certaines se font piquer par des serpents venimeux, ils se font oublier là. Elles sont oubliées, complètement oubliées. Et comme tu dis, d'un espace de conscience qui était préservons, aidons, prenons soin dans cette transformation de ton corps, de ce cycle. Maintenant, ok, éloignons-nous de toi et on te laisse pratiquement mourir. Je veux dire, et c'est ça qui j'ai pas le droit d'entrer, tu t'es fait mordre par un serpent, mais non, on n'a pas le droit de se parler. Là, donc, exactement. Ouais. Tu aurais mieux fait de te faire mordre par le serpent le dernier jour de tes règles. Exactement. et ça, c'est un gros problème, parce que quand on est face à quelque chose qui avait une bonne intention, comme tu disais, et qui avait cette intention, on pourrait dire même très pure, je veux dire, sans penser à quoi que ce soit de plus, mais qui est reprise par certains cercles, par certains, même on pourrait dire en un cercle brahmanique, orthodoxe, et c'est mis sous cette soupape, immanquablement on est loin de cette luminosité ou de cette conscience qu'on pourrait appeler santé globale, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit même au niveau de notre propre rapport avec nous-mêmes ou avec cet espace, l'univers, peu importe. Et ça peut s'éteindre très rapidement, justement, ce petit lien qui était né, ce petit fil doré sur cette conscience de prendre soin, se transforme en cette servitude, comme tu disais. Et ça peut arriver à n'importe quel niveau, malheureusement. Même dans nos écoles de yoga, ça peut arriver. Ouais, même dans certains enseignements qu'on peut voir. Donc, il faut que les traditions,
En fait, moi, je préfère le terme, par exemple, sagesse ancestrale ou ce qui est intéressant ou la connaissance qui est partagée ou qui est transmise. C'est ça qui est à préserver, puis à aimer, puis à faire vivre, mais le reste, c'est presque antithétique, c'est même je veux dire, le but de la tradition, c'est de se partager un savoir, de pas toujours tout recommencer à zéro, de s'élever sur les épaules de nos ancêtres, de progresser ou simplement de recevoir un cadeau pour nous aider à faire le bout de chemin qu'on a à faire, là, le relais. Ouais. Mais ça peut carrément devenir un outil, ça peut être inversé complètement, et ça, pour moi, ça me rappelle aussi beaucoup le concept hindouiste du Kali Yuga, un âge, mais bon, il y a différentes théories, soit on est dans un art ascendant très préliminaire, soit on serait, moi j'ai l'impression qu'on est plus à la fin d'un Kali Yuga, qui serait un âge où tout est inversé, tout est perverti, mais c'est une forme d'ignorance finalement. C'est des gens qui ont perpétué une ignorance, ils ont perdu le sens des choses originales, puis bon, ce qui était libérateur devient... Puis là, aujourd'hui, par exemple, ma famille à moi s'est libérée des traditions chrétiennes. Mes parents, ils sont devenus... se sont proclamés athées, ont renié l'Église et tout ça. Bon, très bien. Ouais. Mais il y a quelque chose là-dedans, des sagesses anciennes, de la spiritualité, tout ça, qui s'est un peu perdu, que moi j'ai cherché à retrouver par la suite, bien que j'étais très content d'être sorti de... Je ressentais pas le besoin là, qu'une personne particulière surtout si j'ai pas de lien avec cette personne-là, qu'elle me bénisse ou qu'elle qu'il y a une interface entre moi et Dieu, j'aimais dire. Là. Ouais. J'étais bien content de pas avoir cette construction-là, mais il y avait quand même quelque chose à travers tout ça, puis je suis une personne très critique de toutes les religions, tout ça, mais très amoureux de ce que certains portent, et à travers ça, il y a un peu comme l'idée de sauver le bébé, de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Donc oui, il y a des choses qu'il faut se débarrasser, puis il y a des vieilles traditions qui sont juste devenues de l'ignorance. Mais il y a tellement de belles choses. En fait, tout ça, ça devient pour moi une distraction très frustrante à la limite, parce que c'est des sujets, lorsqu'on aborde, on peut se perdre dans tout ce qui n'est pas intéressant, puis on peut se mettre à discuter de tout ce qui n'est pas intéressant, mais peut-on discuter de ce qui est intéressant aussi? Peut-on discuter de ce qui est intéressant? Exactement, exactement. Et comme tu le dis très bien, c'est pas parce que quelque chose n'est, comment je pourrais dire, n'est plus au service d'une certaine manière, dans son contexte ancestral, n'est plus au service de cette humanité, qu'il n'y a plus rien d'intéressant à l'intérieur. C'est impossible. Il y a toujours des choses intéressantes. Donc, on sait que tout système qui est créé et développé, même au niveau spirituel, trouve un essoufflement qui finit par créer une certaine forme de stagnation. Ouais. Extrêmement tamassique, peut-être on pourrait dire, mais il n'empêche que les éléments sont toujours là, à l'intérieur, des éléments qui constituent. Mais la façon de pouvoir l'aborder et de pouvoir le traiter et de s'en servir a changé. Ouais. Et souvent, quand ça a changé, c'est là où on perd la ligne directrice, parce qu'on a l'impression, comme tu disais, que tout est bon, on peut tout jeter par la fenêtre. Il n'y a plus rien à faire avec. Alors qu'en fait, non, il y a toujours cette possibilité, comme un archéologue, comme chercheur d'âme, d'aller extirper les qualités qui sont encore scintillantes à l'intérieur, sans prendre en fait le contenant avec. Juste aller chercher le contenu. Parce que le gros problème, c'est qu'on transforme le contenant constamment, soit pour manipuler les gens, soit pour leur faire croire quelque chose d'hyper et peut-être même trop vulgarisé, certaines fois où on perd l'essence de la chose, parce qu'on veut que ça soit vendeur. Même si ce n'est pas financier, faut remplir les ashrams. Même si c'est sur donation. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient là. Je veux dire, la plupart des maîtres sont très contents d'avoir quand même des gens qui viennent les voir. Donc, même si ce n'est pas pécunier, il y a toujours un rapport de faut que ça vende, faut que ça se vende, faut que le contenant soit pratiquement plus intéressant que le contenu. Donc, à nous de retrouver ce contenu, en fait, et de laisser le contenant. C'est un défi qui nous est lancé de réactualiser, on peut facilement dire, bon, ces vieilles pratiques yogiques ou ce vieux truc d'Ayurveda, ça n'a pas rapport, ou ça n'a pas... Mais en fait, c'est de retrouver le rapport, de retrouver ce qui est vrai à propos de ça, ce qui s'applique dans notre vie, puis c'est là que les vrais trésors se révèlent. Exactement, ouais, tout à fait. Et ça, je pense, c'est très important, parce que
personnellement, puis je pense que tu partages la même vision, moi je l'appelle intelligence, c'est ça l'intelligence. C'est cette capacité d'aller retrouver les choses qu'on nous a fait disparaître, mais qui existent toujours, sans se faire prendre par l'illusion de l'image qu'on veut nous projeter. Et on peut dire, tiens, l'Ayurveda, c'est un vieux truc. On peut dire, oh, yoga, ok, mais ça a été peut-être créé il y a 5000 ans. Et c'est plus d'actualité. Non, qui suis-je à l'intérieur de ça lorsque je l'exprime? C'est ça la chose la plus importante. Et que vais-je devenir? Mais qui est-ce que je rencontre au moment où je suis en présence avec cette pratique, avec ces méthodes, avec ces directions, qui, à l'époque, étaient vraiment créées pour la rencontre avec soi, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la spiritualité, de l'âme, de la compréhension des systèmes internes, incluant le mental, les organes et le déclenchement des maladies. Je veux dire, c'était une rencontre avec soi. C'était pas tellement la rencontre avec la technique, en fait, qu'on y pense. La technique était le sujet, excuse, qui était utilisé comme outil pour pouvoir aller chercher des choses et qui est nécessaire. On a besoin de cet outil. Mais d'une certaine manière, c'était toujours cette rencontre avec soi qui était, quelque part, le sujet principal. Alors qu'aujourd'hui, les gens souvent vont être un peu aiguillés par leur souffrance, puis ensuite ils vont rapidement demander de la technique, exiger de la technique est-ce que toi, technique, est-ce que si je t'apprends, si je te consacre 5 minutes d'attention, est-ce que je vais pouvoir résoudre mes problèmes immédiats? Oui, exactement. Il y a un magasinage aussi qui se fait en ce moment, puis ça, de l'autre côté, ça vient prompter le yoga, l'Ayurveda de se donner un côté t'as que 5 minutes pour m'écouter, alors j'ai intérêt à être ça a intérêt à être sexy, ça a intérêt à être accrocheur, ça a intérêt à être percutant. Ah oui, il faut. Dans ma quête spirituelle aussi, il y a une chose qui m'est arrivée, puis il y a une décision que j'ai prise par rapport à Ayurveda Révolution. Puis tu l'as dit tout à l'heure, je sais pas si tu as nommé le mot institution, mais par exemple, ça arrive dans le yoga ou ça arrive dans... En fait, pour moi, c'est des personnes, ça va toujours être des personnes qui tiennent la spiritualité, qui portent le yoga, qui portent l'Ayurveda, qui portent la spiritualité. Ça ne peut pas être une organisation. Puis ça, dans ma quête de gourou en Inde de mon jeune temps et tout, j'étais arrivé sur un... Puis évidemment, c'est toujours très élégant, ces moments-là où j'avais eu vent des histoires de Haïdakhan Babaji, que beaucoup de gens ont connu à travers l'autobiographie d'un yogi. J'étais à Bénarès, dans un hôtel vide, dans une espèce de gros hôtel un peu chic, mais qui est vide hors saison, qui m'offrait une chambre au prix d'une bicoque. Alors, je résidais là, puis j'étais tout seul dans l'espèce de grand hall pour dîner, puis il y avait des espèces de vitres, d'armoires vitrées avec des bouquins à vendre. Puis il y en avait un, c'était le Kriya Yoga. Ça disait de la pensée, quelque chose comme de la pensée centrifuge à la pensée centripète, ou l'état centrifuge, où on se concentre, à simplement un état où on laisse fleurir. Fait que je prends ce bouquin-là. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'ISBN, il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de maison d'édition, il y a juste un bouquin. Il est là, tu sais, je l'ai jamais retrouvé, puis je pourrais jamais le retrouver. Puis il n'y a pas de prix, puis en plus, c'est écrit dessus, puis là, je demande est-ce que je peux l'acheter. Puis la personne de l'hôtel, elle regarde, puis elle non plus, elle trouve pas le prix. Puis là, c'est indiqué, le prix, c'est lire le contenu et méditer sur le contenu. Puis le gars, il me tend le livre. Il dit, voilà le prix, donc tiens, maintenant c'est ton tour, paie le prix. Donc, il joue un peu le jeu. Fait que moi, j'obtiens ce livre-là de façon un peu magique. Et puis, c'est pas vraiment un livre, finalement. Il y a une petite préface, puis ensuite, c'est des témoignages. Puis, c'est des gens qui parlent d'une lignée, d'une lignée spirituelle qui aurait suivi Babaji, qui n'est pas la lignée qu'on a connue nécessairement, qui serait devenue en anglais, householder, comme des gens normaux, entre guillemets, qui ont un job, des enfants et tout, parce qu'ils se disaient que ça les rapprochait des gens. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup arrêté dans ce livre-là. Rien de tout à fait nouveau, rien de tout à fait... Mais bon, il y avait la phrase que c'est pas eux qui ont inventé non plus, mais il y avait la phrase, écoute, la vie, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à vivre. Et de un. Oh, ça m'a percuté. Parce que moi, j'essaie de résoudre des problèmes. Même l'illumination et tout, c'est un problème à résoudre.
La vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. Ça m'a pas mal arrêté. Puis l'autre chose qui m'a arrêté, c'est que ça disait, ben, on ne peut pas retrouver, ça va toujours être corrompu, dès que c'est une institution qui dépasse un individu, déjà l'individu a de la difficulté à pas être corrompu, ben, oublions ça, dès que c'est une institution, ça devient corrompu. On met 4-5 personnes ensemble, puis déjà, ils commencent à avoir pour se tirer un peu, ça joue dans les coulisses et tout. Donc, aujourd'hui, avec mon entreprise, puis je pense que c'est ça que vous avez bâti avec Satyam, Yoga Satyam, ce n'est pas Yoga Satyam, c'est Hervé et Lydia. Et sans ces deux personnes, qui sait qu'est-ce que Yoga Satyam deviendrait? Et ensuite, si un jour vous passez ça à quelqu'un d'autre, ben, il va falloir que cette personne-là ait le feu sacré, en quelque part. Donc, préserve. C'est un travail constant. Donc, moi, j'ai pris conscience que ma propre entreprise, je préférais qu'elle reste plus petite, ou je préférais des fois perdre des opportunités, ou ne pas déléguer certaines choses, peut-être même m'épuiser un peu au travail, mais préserver ce feu sacré, préserver ce truc et ne pas compromettre l'enseignement ou simplement pour m'expandre ou pour offrir quelque chose d'autre que normalement j'aurais pas à faire ou puis j'ai réalisé, bon, pour moi, ben moi, ma motivation, c'est préserver ces trésors anciens-là. Donc, si ces trésors anciens-là se viennent pervertis par simplement l'espèce de force de gravité ou l'espèce d'inertie qui nous tire vers l'ignorance, ben dans le fond, je perdais tout mon intérêt aussi. Donc, il n'y aurait plus d'intérêt d'avoir cette compagnie, d'avoir cette entreprise. Elle n'apporterait plus au monde ce qui me motive. Exactement. Oui, puis si je peux rebondir là-dessus, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, quand on y pense, tu sais, chaque chose qui est une révélation est toujours la révélation pour une personne, pour un individu. Et du coup, lorsqu'on a cette révélation pour un individu, et qu'à partir de là, on fait une entité, où vont se greffer d'autres individus, le gros problème, c'est que on n'est plus face à l'expérience d'une personne, on est face à l'interprétation des autres personnes. Et les autres personnes vont commencer à interpréter ce qui s'est passé pour cette personne et vont essayer de copier le schéma, donc de créer une technique, de créer une formule. Et le maître avec qui j'étais, et je suis encore en contact au Népal, plus sous la forme d'un ami spirituel maintenant, bien sûr, mais il disait toujours, éloigne-toi des formules. Parce qu'une formule, bien, on s'entend, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des formules, je ne dis pas qu'elles doivent pas exister, mais dans ce que je veux dire, c'est que certaines formules ne prennent pas en compte la diversité de l'individu. Elles veulent être des formules universelles. Et c'est là où les gens essayent d'avoir le même rapport, le même résultat avec cette formule, ce qui est impossible. Parce que chacun a son histoire propre à lui, sur sa résonance, sa constitution, sur ses affects, mais en même temps sur sa manière de voir les choses et de les interpréter. Et c'est très important que ça reste. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'a toujours marqué lors de mes voyages au Népal, c'était de me rendre compte que toutes les expériences que je vivais étaient à vivre par moi, mais n'étaient pas forcément à être répétées par d'autres. Et c'est pour ça que, tu vois ce que je veux dire, Jonathan, c'est pour ça que quand on constitue une entité comme toi, comme moi, à travers l'Ayurveda ou à travers le yoga, c'est sûr que des fois, on préfère travailler un peu plus par soi-même pour continuer à tenir cette expérience, mais en partager l'essence, et non pas tenir cette expérience et essayer d'en faire une formule que les autres puissent avaler sans effort, quand nous, ça nous a demandé de la recherche et de l'effort, et peut-être de s'être perdu un moment pour se retrouver, peut-être d'avoir été même découragé pour à nouveau être remonté. Et c'est ces élans-là qui sont extrêmement précieux. Puis on partage quand même des thématiques semblables, mais chacun, comme on dit en hindouisme, chacun a son dharma, chacun a son chemin. Puis on dit que même le gourou ne sait pas c'est quoi ton dharma exactement. Il peut que t'aider à le révéler. Donc, exactement. Chaque personne va devoir avoir. Ça, c'est sûr que dans ma pratique, moi, je fais beaucoup de consultations individuelles. C'est quelque chose que j'ai beaucoup la chance de mettre en pratique parce que j'enseigne d'abord avant tout, d'abord à des individus un à un. En classe, bon, là, il faut trouver un discours qui en chasse le plus grand nombre, le plus possible.
Ouais. On a quand même des thèmes qui reviennent souvent chez les humains, mais... Ah oui, les thèmes reviennent et c'est normal, tu vois, c'est sûr. Et en même temps, c'est la particularité de la compréhension individuelle qui va créer la richesse de la révélation pour chaque personne. Et tu sais, on en parlait hors micro juste avant, d'être en ligne. On se disait, tiens, si on revient là-dessus, pourquoi est-ce qu'on est en ligne? Et tu sais, il y a une Oui. chose, Jonathan, qui pour moi est extraordinaire, ayant été une personne vraiment, ok, je ne toucherai pas à ça, ça ne m'intéresse pas, il faut être en contact physiquement. Quand Et le ils disent, jour, faut jamais dire jamais. Hein. faut jamais dire jamais, premièrement, tu sais. Et ah, je me suis fait prendre. Et le jour où on a eu cette obligation, hein, parce qu'on le sait, ce qui est arrivé avec la Covid, et même encore dans cette résistance, hein, ça n'a pas été tout de suite, mais quand, en fait, j'ai compris que d'enseigner en ligne, et ça, c'est très personnel, je ne dis pas que tout le monde doit comprendre de cette façon, mais pour moi, c'était une révélation dans le sens où, bien que je m'adressais à plusieurs personnes, chaque personne était séparée de l'autre. Et quand on revient aux transmissions orales ancestrales, chaque personne était reçue individuellement par le maître. Bien sûr qu'il y avait des satsangs, où, assis sous le banyan, c'était face à un village qui se rassemblait pour écouter l'enseignement. Mais c'était plutôt un enseignement de l'instant. Mais lorsqu'on passait un enseignement profond, c'était personne par personne. Et là, je me retrouve devant cette caméra à donner un discours similaire, mais aucune des personnes n'est gênée par la personne à côté parce qu'ils ne sont pas dans la même pièce. Et là, j'ai réalisé que, en effet, le bon côté de la chose, c'est que chaque personne va vivre le cours par rapport à l'environnement dans lequel elle est, mais aussi par rapport à sa réceptivité personnelle, sans être dérangée par ce que l'autre peut dire, penser ou même échanger. Et je ne dis pas qu'être ensemble dans une même salle n'a pas un facteur énergétique intéressant. Je dis simplement que le yoga, à un certain point, et je sais, ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord, mais je l'assume, mais à un certain point, le yoga est devenu beaucoup trop rencontre sociale, communautaire. Ouais. Et le gros problème, c'est qu'on ne peut pas faire véritablement la même découverte si on est toujours pour aller chercher cette rencontre sociale et communautaire, parce que si on a envie de faire partie d'un club, bah, ça peut être n'importe quel sujet, c'est pas obligé que ce soit le yoga. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on est dans cette quête du yoga, c'est pas tant le contact avec l'autre que je viens chercher, mais le contact avec moi-même dans la transmission que je vais recevoir. Et à partir de là, on se retrouve à nouveau comme ces yogis qui étaient dans leur cave, dans leur grotte, en train de faire leur pratique par rapport à la résonance de leur propre respiration et de leur propre transpiration et de leur propre instant. Donc pour moi, ça a été vraiment révélateur. Il y a certains cours, je suis convaincu, que je donne maintenant certaines formations qui ont plus d'impact en live Zoom quand les gens sont chacun chez eux que lorsqu'on était tous ensemble dans la même salle. Leur focus est un peu plus sur eux-mêmes, est un peu plus sur... Exactement, exactement. Et tu sais, il y avait toujours ce phénomène qu'on était tous dans la même salle de la personne qui dit « Ah, bah, j'en ai discuté avec un tel à la pause, puis elle me dit ça, puis du coup, je suis plus sûr de bien comprendre parce qu'on a discuté en mangeant ensemble, puis moi, j'avais compris ça, puis elle m'explique ça, puis en fait, tu peux l'expliquer, je suis un peu perdu. » Ça n'existe plus, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le rassemblement a son bon côté au niveau contact social humain, mais en même temps, quand l'enseignement a besoin d'être pointu, je suis convaincu que ça doit rester dans cette individualité quelque part. D'où ce que tu disais dans tes consultations individuelles aussi. Pour moi, ça fait énormément de sens. Énormément. Ce qu'on fait en Vipassana, par exemple, les gens vont, ben, il y a pas de, on discute pas, là, tu sais, tu restes seul avec tes pensées par rapport à tout ça, puis tu... Exactement. Exactement. C'est sûr que rester seul, on développe des capacités. C'est idiot, mais je le pense en informatique. Je me rappelle quand je faisais face à des mots de passe que j'arrivais pas à rentrer ou des trucs comme ça, puis que j'ai des personnes ressources qui peuvent toujours m'aider, mais parfois, quand je reste pris moi tout seul avec le truc, puis je me dis, ben c'est impossible, je trouve pas comment, je sais pas comment ça fonctionne, ça marche pas ce truc. Ben, à un moment donné, à force de pédaler tout seul, ben je l'ai trouvé le truc. Puis, ben là, après, on est bigrement content. Et tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle crack the code. Il faut craquer le code. Crack the code. Et spiritualité, c'est la même chose. Crack the code. C'est juste par toi-même que tu vas, au bout d'un moment, bien sûr, en étant inspiré,
il y a toujours quelqu'un qui vient nous inspirer et qui nous donne des outils. Mais au bout d'un moment, crack the code, c'est par soi. On doit véritablement percer ce mystère de soi. Et c'est soi par rapport à soi. On est une codification. Et cette codification doit être au bout d'un moment révélée et crack the code. C'est vrai que dans tous les archétypes des maîtres ou dans toutes les histoires, que ce serait dans les films ou même les histoires pour enfants, il y a toujours la partie où le maître laisse l'élève se démerder ou patienter infiniment avec un truc. Infiniment, ouais. Puis que là, la personne dépasse ses capacités. Ouais, c'est un thème qui est même très reproduit dans l'inconscient populaire. Là. Ah ouais, complètement. Oh ouais. Mais ça a son importance. C'est vraiment, vraiment important. Ouais. Ben, faisons du pouce là-dessus, puis revenons au sujet que tu avais abordé. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on s'était dit une chose, bon, lorsqu'on discutait, il y a différents sujets qu'on pourrait aborder dans différentes discussions ayurvédiques, mais celle-ci, pour revenir au titre de mon émission, sont des discussions ayurvédiques, mais aussi avec des gens qui touchent l'ayurveda. Pour moi, le yoga, c'est un prolongement où c'est, je ne saurais pas trop où mettre la ligne entre le yoga et l'ayurveda, mais c'est deux, souvent on les compare comme deux sœurs, deux sciences sœurs, ou deux... il y a une fraternité entre ces deux pratiques-là, il y a une complémentarité certainement. Tout à fait. Puis dans notre parcours, donc, comme on est deux traditionnalistes un peu qui sommes en fait assez, à la base, peu enclins à aller, utiliser des technologies, à aller en ligne, tout ça. On est un peu plus des gens de terrain, des gens d'authenticité et tout. Donc, on a été mis au défi par rapport à ces médiums-là, à ces façons-là. Aussi, on a des... Bon, il faut qu'on fasse tourner la roue. On doit vivre, on doit avoir des entreprises. Dans l'ancien temps, beaucoup de gens disent avant, c'était gratuit, la médecine, des choses comme ça. Ça n'a jamais été gratuit. Non. Je suis désolé de contredire les gens. En fait, non seulement c'était pas gratuit, mais c'était bien mieux payé parce que les gens, la communauté veillait à tous les besoins de ces personnes ressources-là, en fait. On s'occupait il n'y avait pas à lever le petit doigt pour se nourrir, se vêtir, avoir un toit au-dessus de leur tête. Donc, tout leur bien matériel était complètement comblé. Donc, ça, c'est juste que c'était pas nécessairement payé avec de l'argent. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, la notion de gratuité, même dans les textes anciens ayurvédiques, il y a 4 piliers à la consultation au processus ayurvédique, puis l'un d'eux, c'est le client, c'est la personne qui reçoit les soins. Et cette personne doit fournir les moyens matériels. Parce que le travail du médecin ayurvédique, c'est de se démener pour fournir le meilleur service possible avec le moins de moyens matériels possible. C'est déjà une énorme tâche de rendre ça le plus accessible possible. Et de l'autre côté, il doit se faire rejoindre par l'autre personne qui doit faire appel à sa communauté si, par exemple, il n'y a pas les moyens matériels et qui doit aussi être capable d'assimiler, de comprendre, d'appliquer. Donc, le médecin ayurvédique ne peut rien sans le patient, sans la personne qui, pour reprendre les terminologies, moi je suis pas médecin, là, c'est les termes indiens. Mais tout ça pour revenir au point que, donc on n'est pas des gens qui étaient nécessairement, on n'est pas nés, on n'aurait pas pu prédire il y a 20 ans qu'on serait en train de gravir cette montagne des technologies, des cours en ligne, tout ça. Donc, on voulait discuter avec les gens, puis entre nous, puis devant les gens, de qu'est-ce qui nous amenait à ça, quel avantage, bon, t'en as déjà parlé un peu, quel avantage, inconvénient on y a trouvé, et comment on vit avec ça, qu'est-ce que c'est devenu, en fait. Il y a la COVID, mais il n'y avait pas que la COVID. La COVID a accéléré tout ça, nous a forcé la main peut-être, ou nous a aiguillés. Il y avait déjà une tendance qui était forte. On voit plusieurs écoles qui sont uniquement en personne, qui parfois ferment et tout. Donc, toi, est-ce qu'il y a un aspect de tout ça qui t'interpelle de nous parler spontanément? Tu sais, j'aimerais rajouter par rapport à ce que tu as dit aussi, pour les personnes qui vont nous écouter, que c'est important que ces personnes comprennent que ça fait 20 ans et plus aussi qu'on agit dans le domaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu d'être formé et d'avoir débuté notre enseignement en ligne. On a passé quand même pas mal de temps en présence, en personne. Puis ça, je veux quand même que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on a l'impression que maintenant, être en ligne, c'est un peu profiter d'un mouvement ou d'une tendance où tout et n'importe qui peut être en ligne, diffuser d'une certaine manière des enseignements,
ou faire des capsules vidéo. Et il faut faire attention à une chose, c'est pas d'être en ligne ou de ne pas être en ligne, c'est l'expérience de la personne aussi. Et cette expérience, lorsqu'elle a véritablement une base solide, ça ne fera pas tellement la différence d'être en présence. On peut recevoir la même chose et la même qualité en ligne. La preuve, je n'ai pas besoin de rencontrer un écrivain pour apprécier son livre et la richesse de son écrit. Ouais. Et à partir de là, c'est important, on se trompe beaucoup sur le médium en ligne, et c'est là où même moi je me trompais quand j'étais un peu réfractaire à ça, parce que il y a en plus, je ne veux pas non plus trop tirer les cheveux là-dessus, mais il ne faut jamais oublier qu'en yoga, on aussi englobe dans les enseignements qu'on reçoit à distance du maître qui nous forme. On parle de télépathie dans les Yoga Sutras de Patanjali, dans le Gheranda Samhita, mais symboliquement, ça veut dire que lorsqu'il y a richesse dans quelque chose, ce n'est pas la distance qui va créer la différence, c'est simplement le contenu. Et si le contenu est intéressant, d'être en ligne, d'être en présence, ça ne fera pas une grande différence. Et je dirais même, la plupart du temps, pour moi, ça a été, vu que tu me demandes, c'était un peu une révélation de me dire, tiens, mais c'est intéressant parce que quand j'étais en présence, c'est une chose, mais il y avait l'aspect des fois distrayant et en plus de mémorisation. Donc à la fin, quand j'enseignais en présence, dans les 10 dernières années, les gens filmaient. Ce qui veut dire qu'ils se mettaient symboliquement en mode en ligne pour revoir chez eux ce qu'ils avaient reçu en présence. Donc ils avaient une attitude de semi-présence très discutable. Et je ne pense pas que c'était pleinement en présence, parce que quand on a un téléphone qui filme et qu'on surveille ce qu'on filme en même temps qu'on écoute le cours, je ne suis pas certain qu'on soit vraiment réceptif à 100%. Mais il y avait cette attitude. Et là, maintenant, en ligne, la possibilité qu'ils puissent revoir l'enregistrement, qu'ils puissent le réécouter et qu'ils puissent en avoir la saveur, ça devient un livre. C'est des anciens écrits dans ce qu'on peut appeler même les samhitas. On est capable de recevoir quelque chose qui a été retranscrit et en même temps, on peut y revenir, on peut le relire. On lit véritablement une vidéo par les yeux et on l'entend par les oreilles. Une belle comparaison avec les livres, effectivement, puis on ne rechigne pas d'aller lire des livres très anciens, très peu interactifs. On ne peut pas écrire à l'auteur. Non, puis imagine, Jonathan, personne se plaint à la Bibliothèque nationale du Québec de tirer un livre du Gheranda Samhita et puis dire, non, ça ne m'intéresse pas, je veux parler à son auteur. Oui, mais on est d'accord que ça fait longtemps qu'il est mort, son auteur. Donc le livre est là, et ça ne change rien dans la force de ses enseignements, je veux dire. C'est clair. Donc, il y a une possibilité en ligne de mettre en cohérence aussi certaines choses. Il y a toujours le pour et le contre. C'est sûr et certain. En présence aussi. On parle d'un côté de la médaille. Là. Puis d'ailleurs, est-ce qu'on l'aurait fait en ligne si on avait... A-t-on été obligé d'aller en ligne? Est-ce que si on pouvait enseigner, faire tourner la roue, vivre de cela, continuer à propager nos enseignements, continuer à approfondir nos trucs, est-ce qu'on aurait été en ligne? Moi, personnellement, peut-être que non. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça me serait venu à l'idée. Donc, on a été un peu forcé aussi par l'air des choses. Moi, ce que j'observe, ce que j'entends de mes collègues enseignants aussi des autres écoles, c'est que beaucoup de gens réclament en personne, mais on n'a plus trop les moyens. On n'a plus le temps, on n'a pas l'argent nécessaire pour payer ce que ça vaut. Les écoles qui font du en personne ferment. Même des écoles qui avaient des trucs hybrides, qui gardaient une pièce et tout, il y en a très peu. En yoga davantage parce que, il y a un petit peu plus de présentiel, disons, de valeur au présentiel qu'en Ayurveda, je crois. Ouais. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une tendance lourde. Il y a même des gros conglomérats d'écoles de naturopathie, tout ça, qui ont fermé au Québec. Les seules écoles qui ont... Puis il y en a qui ont tenté le virage informatique, puis c'est là qu'ils se sont effondrés parce que c'est pas trop facile non plus. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait aussi, dans le contexte actuel, dire, on n'a peut-être pas eu le choix tout à fait. Puis tout comme, est-ce que l'humain a eu le choix d'accepter l'électricité ou est-ce que l'humain va avoir le choix d'accepter l'intelligence artificielle? C'est un choix qui est relatif. Par exemple, avant qu'on connaisse le feu, on avait le choix d'accepter ou non le feu, mais disons que c'était diablement utile. Puis les gens qui l'avaient, donc il y a puis j'aime pas beaucoup ce côté
veux pas donner trop vite la part à, bon, la technologie avance et puis c'est tout, puis il faut juste laisser faire, puis c'est plus grand que nous. Ouais. Mais de l'autre côté, je suis forcé de reconnaître que aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'écoles en présentiel où ça devient très difficile de faire du présentiel et de pouvoir en vivre et de pouvoir avoir une entreprise. Puis il y a encore des exceptions, mais toi, comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu t'es fait forcer un peu, en quelque part? Un petit peu par rapport au contexte, comme je le disais plus tôt, même si, comme tu le faisais remarquer justement, ça existait quand même avant, il y avait une tendance de faire des choses en ligne. Mais il y a une chose que tu as dite, qui est très bien dite, c'est le feu était diablement utile. Diablement. Ce qui veut dire qu'il y a un côté... Il y a un côté intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça. Pacte avec le diable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, tu sais, on ne parle pas de sorcellerie, puisqu'on le sait que les sorciers étaient des personnes très sympathiques et que la plupart du temps, c'était des chamans. Mais toute notion dont on n'a pas l'habitude de fonctionner avec devient un petit peu une notion entre le danger de s'y perdre pour tout et n'importe quoi et la luminosité qu'elle peut apporter pour révéler ce qu'on ne voyait pas. Et je pense que c'est là où on peut parler un peu de contrat avec le diable, dans le sens de si on ne fait pas attention, on peut être traîné dans tout et n'importe quoi en étant en ligne. Mais en même temps, si on sait véritablement en nous ce qu'on tient comme possibilité d'enseignement, de partage de connaissances, là on est face à la luminosité. Parce qu'il y a une certaine forme de précision, parce qu'il y a une certaine forme de constance, parce qu'il y a un rendez-vous aussi, parce que la personne n'a pas à voyager. On parle du coût des écoles dont les loyers, maintenant on le sait, au Québec et même ailleurs, sont au-dessus de la tête. Donc d'avoir une école, d'avoir un loyer à payer dans une entité physique est très difficile financièrement. Et ça se reflète sur les coûts des formations et sur le portefeuille sur les coûts des formations. Aussi. Et j'ai envie de te dire, des fois, ça se reflète sur la qualité de l'école, parce que ces pauvres écoles qui veulent tenir en présence, des fois, vendent leur âme un peu au diable en disant, bah oui, je vais faire venir tel truc qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils font. J'ai vu des écoles de yoga qui acceptaient qu'il y ait tel atelier de ci, de ça, et je ne dirais pas des noms, bien sûr, mais qui étaient loin. Même s'ils n'étaient pas tout à fait en ligne avec ça. Là. Exactement, tout à fait. Mais il fallait qu'ils tiennent, c'est normal. Donc, c'est ce pacte un peu avec... C'est pour ça que quand tu disais diablement utile, je me disais, oh oui, il y a peut-être un pacte des fois avec le diable, malheureusement. Et c'est à nous de savoir si on veut signer ce pacte ou pas. Je proposais un autre angle par rapport à ça qui va plus s'inspirer de l'hindouisme, parce qu'on est tellement, sans trop vouloir nous blâmer pour ça, on est tellement dichotomique dans la pensée judéo-chrétienne, le mal, le bien et tout. Exactement. Puis dans la vision hindouiste, moi, je m'inspire de la Bhagavad Gita puis de la notion de Vishnu. Puis il y a cette notion, dans la Bhagavad Gita, il y a cette notion de... Puis Vishnu, moi, je l'ai associé, il y a différentes associations, parce que l'hindouisme, c'est pas une religion, c'est un ensemble de pratiques culturelles amalgamées, bon, qui se ressemblent plus ou moins. Puis le mot hindou ne vient même pas de l'Inde. Non, vraiment pas. C'est une appellation extérieure à l'Inde. Donc, dans les multiples pensées hindous, on associe tantôt tel des trigunas à telle ou telle déité et tout, mais Vishnu peut être associé à Tamas. Et ça peut être choquant parce qu'on se dit, mais non, mais Vishnu, c'est un peu comme Jésus, c'est un peu comme... C'est Krishna, c'est la lumière et tout. Oui, mais c'est la lumière qui descend dans, j'ai envie de dire, dans la merde, qui descend dans la merde de l'humanité, qui descend dans la dualité. La Bhagavad Gita, ça se produit dans une bataille, tu sais, je veux dire, c'est très laid, là. C'est des frères qui vont tuer d'autres frères, puis d'ailleurs, Arjuna, il se décourage complètement, il est comme, mais ça n'a pas de sens, je veux gagner quoi? Bhagavad Gita commence par son expression, son découragement et de ses membres qui tressaillent et de la peur qui le... Complètement, oui. Donc Dieu s'en va là. Dieu, il descend là. Donc, il accepte de se salir en quelque part. Peut-être qu'il n'est pas sali par ça, mais du moins, nous, si on veut émuler l'exemple de Vishnu, puis on veut aller aider quelque part, tu sais, si quelqu'un veut aller aider les pauvres en Afrique, ben, il va devoir peut-être faire face aux maladies infectieuses, à des toilettes pas propres, puis je ne sais trop. Donc, dans cette optique-là, je trouve que c'est intelligent d'associer Vishnu à Tamas. C'est-à-dire que c'est la partie de Dieu qui prend le temps de rester en arrière avec les traîneurs qui n'ont rien compris ou qui continuent à se battre ou qui continuent à vivre dans la dualité. Donc, là où je veux en venir, c'est que, et pour moi, la Bhagavad Gita est utile, très utile, parce que
dans les autres textes religieux, il y a toujours un côté, ben, ne tue pas, c'est pas bien, puis c'est tout, mais tout le monde le sait, ça. Ouais. Et il y a toujours une circonstance où, ben oui, mais là, s'il y a un fou avec une hache qui s'en va attaquer mon enfant, est-ce que je vais me dire aussi, je dois pas le tuer si c'est la seule chose que je peux faire pour sauver mon enfant, ou si je ne dois pas voler, mais il y a des gens qui accumulent des montagnes de nourriture à côté de gens affamés. Bon, jusqu'où ça va, ces choses-là? Et c'est là où la morale devient difficile. Et c'est là où la Bhagavad Gita, je trouve, offre un paradoxe. Puis je veux en venir même à notre paradoxe à nous. C'est si, par exemple, notre nature était de transmettre de façon authentique, de personne à personne, l'enseignement, puis que là, on tient de façon très rigide à ça, là, on reste un peu dans nos grands principes et tout. Mais si le monde prend un autre chemin, puis si le monde s'en va ailleurs, puis si toutefois, par exemple, si on nous dit, moi je dis, je veux enseigner, mais selon tel paramètre, puis la vie, elle me dit, OK, tu dois encore enseigner, mais voici tel paramètre qui ont changé maintenant, puis qui sont plus ceux que tu avais désirés, sont plus ceux que tu avais projetés. Donc, à quel moment est-ce que tu renverses la table, puis tu dis, moi, je ne joue plus au jeu? Ouais. À quel moment est-ce que tu acceptes de sacrifier certaines choses? Donc, il y a toujours une notion de sacrifice quelque part. C'est pas une notion qu'on aime visiter. On voudrait que... Mais tu sais, en quelque part, la vie sans sacrifice, c'est un petit peu difficile. Puis, donc, mais il faut se sacrifier, mais de façon intelligente, de façon à ne pas se perdre aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ils se perdent un peu dans la Bhagavad Gita. La ligne, elle n'est pas claire. Il y en a 4 sur 5 qui vont juste mourir quelque part parce que ils ont gagné, mais ils se sont abîmés aussi. Puis ils ont tellement dû tricher, ils ont tellement dû faire des trucs qui ne leur ressemblaient pas que c'est une victoire, mais il n'y a pas de quoi souffler il n'y a pas de quoi crier victoire tant que ça non plus. Ouais, à quel prix? Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette notion-là dans ce qu'on fait de puisque nous voulons transmettre quelque chose, puisque le dialogue se déplace, puisque on parlait de formule, mais la formule change. La formule gagnante qui fait qu'on peut se réunir puis partager, elle est différente pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas là... Moi, j'ai l'impression de sacrifier certaines choses et je le fais avec... Ben, j'essaie d'y penser à 3 fois là, avant de me dire... et j'essaie évidemment... Après ça, on réinvente. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recréer, de remettre ça à ma sauce? J'apprends du marketing, je déteste apprendre le marketing, puis ensuite, je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas une manière de le mastiquer, de le digérer, puis de le ressortir, mais avec ma couleur, puis avec la présence du feu sacré là-dedans. Tu sais. Et je pense que c'est un point important ce que tu dis, parce qu'en effet, toute possibilité et tous les outils qu'on puisse utiliser lorsqu'ils sont en respect de notre volonté de transmission et de véritablement la richesse qu'on veut y donner devrait être pris en considération. Pour moi, c'est une aide maintenant, j'ai envie de te dire, de pouvoir enseigner en ligne, parce qu'il y a quelque chose qui va porter d'une certaine manière ce qui nous tient à cœur, et on est les seuls à remplir cet espace-là. C'est pas le médium qu'on utilise, c'est pas l'ordinateur qu'on a acheté, c'est pas la caméra qui nous filme. Ça, c'est inerte sur l'étagère. Donc, nous sommes toujours là, en train de remplir cet espace. Et cet espace est supporté par, fondamentalement, des nouveaux outils qui ont été créés par les contextes de changement qu'on a vus dernièrement et qui, d'une certaine manière, ne devraient pas nous faire disparaître. Il y a toujours cette résurgence. Et c'est ça la beauté de la chose. Fait que tu embrasses ce changement-là, puis tu y as découvert des vertus même, puis tu les... Bien sûr. Tu les exploites. Exactement, parce que tu sais, quand on regarde un petit peu les choses, c'est toujours... c'est jamais tomber, j'ai envie de te dire, c'est jamais tomber dans un espace limitant qui viendrait limiter notre enseignement, ou même notre richesse, ou même la compréhension de notre propres expériences. Donc, moi, je suis beaucoup en regard de ça, en train de me dire, je me pose des fois la question, est-ce que je suis dans un espace limitant? Voulant dire, peut-être même par mon propre jugement, peut-être par ma propre volonté de le voir juste d'une certaine façon et de ne pas ouvrir la fenêtre de l'autre côté. Et si je remarque que je suis dans un espace limitant,
Là, je me dis, oui, mais j'en suis responsable. Ouais. C'est pas le contexte, c'est mon appropriation de cette compréhension de ce contexte que j'ai décidé d'être limitant. Et d'une certaine manière, je suis face à toute forme de possibilité. Sauf que oui, je dois en faire apprentissage parce qu'elles sont nouvelles. Que ce soit toi ou moi ou d'autres personnes, on a dû, comme tu le disais, se plonger la tête dans « Ok, comment j'utilise ceci comment je vais faire avec cela ?» Et on doit trouver, comme tu disais, l'axe principal qui vient nous inspirer. On n'est pas des personnes marketing à la base, mais si on peut trouver quelque chose qui vient nous faire un souffle, comme « Waouh, ça, les gens vont comprendre. Et ça me fait plaisir de pouvoir le faire passer de cette manière. Je vais utiliser ça pour le faire. » Et là, c'est extraordinaire parce qu'on parle véritablement de transmission à nouveau. C'est bien dit. Puis, je crois aussi que dans tout ça, il faut souligner qu'on maintient, tu sais, c'est plus de calibrer la présence en ligne, la présence en personne. Mais, tout comme nous, on a des plans pour le futur, mais on a aussi on a organisé des masterclass pour rassembler les gens dans un stage final. Ceux qui ont les moyens, ceux qu'on peut le faire, évidemment. On va essayer de multiplier ces présences-là. J'ai été donner des formations à une école à Soham que tu connais bien à Montréal. Donc, oui, très bien. Et toi aussi, d'ailleurs, je crois que toi, Lydia, vous faites une tournée québécoise annuelle ou c'est pas nécessairement fixé comme tel, mais vous avez des... ouais, habituellement, c'est l'été, oui, c'est annuel. C'est plus la période d'été. Bien que là, je vais faire des interventions à partir du mois de février dans une école au Québec pour enseigner un petit peu plus la relation avec l'architecture sacrée des postures. Mais ça ne nous empêche pas d'être en présence, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais il y a cette possibilité à chaque fois de, comment je pourrais dire, la qualité ne peut pas être soumise à quoi que ce soit dépendamment de l'outil qu'on utilise pour pouvoir l'exprimer. Donc, tu arrives à mettre la même présence dans un médium que dans l'autre. Exactement. Et je le vois avec toi, Jonathan, et je pense qu'on partage exactement la même chose. C'est s'il y a véritablement quelque chose qui est une qualité, c'est faux de dire que la qualité va diminuer parce que l'outil utilisé ne répond pas à ce qui était fait avant. C'est impossible. Parce qu'on est toujours là. Je veux dire, tu comprends, il n'y a pas de... Impossible, ouais. Je crois tout de même que la présence en personne doit demeurer quelque part dans tout ça, ne serait-ce que comme une espèce de... S'il pourrait avoir une finalité, dans le sens où... Bien sûr. On n'est pas ici réunis ensemble sur cette terre pour nécessairement simplement avoir des liens par des télés, des choses comme ça. Néanmoins, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des liens en personne avec mon enfant, ma conjointe. Bon, ça serait un peu difficile que par Zoom, encore que certains peut-être vivent bien avec ça. Donc, il y a aussi des aspects en fait, j'ai de la difficulté à définir, puis ils sont peut-être pas aussi nombreux, justement, qu'on le croirait a priori. Mais néanmoins, c'est toujours... il y a quelque chose de spécial aussi dans rencontrer la personne pour la première fois. Mais c'est toujours possible aussi. Il y a des... Toujours possible. Tu organises même des retraites en Croatie où vous trouvez... Bien sûr, oui, tout à fait. On organise toujours des retraites en Croatie. On avait parlé, toi et moi aussi, de faire une retraite en commun à un certain moment dans le futur, entre yoga et Ayurveda. Je veux dire, c'est très important qu'il y ait ce contact humain, qu'il y ait ce contact physique en présence, très, très important. Et je pense que je pense, c'est ça que tu exprimais un peu plus tôt aussi, ça doit participer aussi à un cycle. C'est un cycle d'études qui se fait, qui est virtuel. Immanquablement, il devrait aussi être en conclusion d'une rencontre physique en présentiel pour pouvoir aussi associer tout ce qui est au niveau de ce qu'on a pu apprendre, mais aussi de la vibration qui peut en ressortir. Et d'être véritablement en présence pour le ressentir. Ça, c'est extraordinaire. Donc, impossible qu'il n'y ait pas de retraite ou d'ateliers en présence qui viennent réaffirmer certaines choses. Parce que c'est sûr que les gens ils savent qu'il faut qu'on revienne à maîtriser notre temps. On est pauvre de temps. Exactement. On est pauvre de plus en plus de moyens aussi parce que l'économie peut bien dire ce qu'elle veut, ben les gens le ressentent. Les gens ont moins les moyens de se permettre ce qu'ils veulent se permettre. Donc, bon, les chiffres peuvent dire ce qu'ils veulent.
les gens constatent bien ce que ça fait sur leur qualité de vie. Fait que c'est sûr que les gens ont ce souci-là de maintenir certains contacts en présence. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont l'opportunité de réfléchir, bon, quel contact en présence on veut vivre. Il y a cette opportunité-là, dans cette époque un peu déconstruite, de réinventer les liens, de reconstruire sa famille, de reconstruire son réseau. Bon, le négatif, c'est les communautés se disjoignent, les liens s'étirent un peu, les gens sont plus seuls que jamais. Ouais. Donc, mais ça, on le voit un peu. Puis moi, ça m'est salutaire de voir ça comme une période dans l'humanité. Ça m'a fait beaucoup de bien d'apprendre le concept du Kali Yuga. Parce que tout ce qui ne fait pas sens pour moi dans ce monde, de comprendre que oui, il y a des transitions, il y a des moments, il y a toujours bien un moment là où, je sais pas, les animaux dans la nature, ils sont congelés puis ils se disent bon sang, ça n'a pas de sens, on va pas survivre à ça. Mais bon, ils ont tout juste les plumes qu'il faut, le nombre de calories qu'il faut, puis oups, arrivé au printemps, ils pourront aller gazouiller avec leurs amis à nouveau puis manger des graines. Ouais. Mais il y a toujours un moment où ils doivent se dire pouf. Ça dure combien de temps, ce truc-là? Puis, pourquoi je suis ici, moi, déjà? Ouais, c'est sûr. Et je pense qu'à différents niveaux, il y a toutes sortes de cycles, puis il y a la possibilité de vivre beaucoup d'abondance puis de bonheur dans cette terre-ci, mais en ce moment, il y a comme il y a comme une crise un peu. Et dans cette crise, ben là, on revient à des moyens... on trouve une façon. On trouve une façon. On trouve des moyens qui nous permettent. On trouve une façon, exactement. Tout à fait, ouais. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé une façon. Mais soyez assurés, mesdames et messieurs qui nous écoutent, de notre... je crois, et je le dis humblement parce que je pourrais bien perdre ça aussi si je fais pas attention, mais je crois qu'on fait attention que de s'occuper de la fin plutôt que des moyens, là, tu sais. Puis de faire en sorte que l'essentiel soit préservé, puis mais il y a ce danger-là, justement, de se pervertir, de trop aller vers le marketing, de trop aller vers... mais justement, comme tu le soulignais, il y a aussi la possibilité que, puisque ça revient beaucoup moins cher de faire du en ligne que du en présentiel, d'offrir plus de temps. Alors que ça pourrait être que si on se voit en présentiel, mais que là, tout le monde est à bout du budget, nous aussi, puis là, pouf, on se voit très, très peu de temps, puis ensuite, bye-bye, puis il n'y a pas nécessairement de suite à tout ça, ou pas d'enregistrement. Donc, c'est vrai qu'il y a des avantages comme ça qu'on peut aller chercher davantage de présence, parce qu'on peut diviser notre présence à plus d'individus, donc on peut en offrir plus pour moins. On se rejoint, il y a une abondance aussi qui se crée là-dedans. On peut faire respirer un peu les prix, tandis que sinon, ça des retraites, tout ça, ça monte vite. Là. Ça monte vite pour tout le monde. Ça monte vite pour tout le monde, c'est sûr. L'entrepreneur paie très cher son loyer, ses trucs, puis les clients, ça leur revient cher aussi. Donc, si on peut peut-être coiffer des séances en ligne. Donc, on surveiller nos prochaines collaborations. Moi, je travaille beaucoup à élaborer le profil thérapeutique de yoga thérapeute combiné avec ceux qui ont suivi professeur de yoga d'abord, ensuite yoga thérapeute, avec notre formation 150 heures pour un profil de yoga thérapeute qui fait de la consultation aussi ayurvédique. Donc, pour moi, c'est un super beau profil à faire connaître, à développer. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup accomplir avec Satyam Yoga. Avec grand plaisir. Si Dieu le veut, comme on dit en Occident. Ils disent ça aussi en Inde. Ils disent ça aussi en Inde, oui, ils le disent d'une autre manière, mais un autre langage, mais il y a un truc comme ça qui existe. Oui. Je ne me rappelle plus. Donc, il y aurait plusieurs sujets là, qu'on a à peine touchés. On pourra se redonner rendez-vous à un moment ultérieur pour une autre discussion yogique ayurvédique. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir, Jonathan. Tout à fait. Très heureux de cette collaboration et de tout ce que ça va pouvoir permettre de comment je pourrais dire, de connecter aussi par rapport à ce que vous qui nous écoutez pouvez chercher et dont vous ressentez aussi le besoin d'être en contact avec. C'est splendide. Ouais. Super. Donc, on reste en contact, puis on mettra certains liens dans la description du vidéo pour que tu puisses présenter un petit peu ce que tu offres.
Donc, il y a différentes formations en ligne. Donc, il y a des formations plus professorales, plus long terme, mais tu offres aussi des ateliers plus court terme. Donc, je vous invite tous et toutes à découvrir ces liens, puis à découvrir Satyam Yoga si vous ne l'aviez pas déjà découvert. Donc, voilà. Alors, on se dit à la prochaine. À bientôt. Merci, Jonathan.